Bonsoir, merci de nous avoir rejoints et bienvenue à la première présentation sur comment se préparer pour le Mammoth 2024. Je m'appelle Marvin Faure et je suis le fondateur et gérant d'Alpincol. Alpincol est une équipe d'entraîneurs cyclistes basée dans les Alpes, spécialisée dans les cyclos et les grands fondos, dont bien évidemment le Mammoth est notre préféré. Alors, ce soir, donc c'est la première présentation d'une série de trois. Elle porte ce soir sur les lignes directrices de votre plan d'entraînement personnel et se portera plus particulièrement sur la période allant de maintenant à fin mars. Elle va durer entre 30 et 40 minutes et sera enregistrée puis mise sur YouTube. Je répondrai à toutes les questions à la fin, mais n'hésitez pas à m'envoyer vos questions par email à info@alpincol.com. Je promets que je vous répondrai. Donc, les deux présentations qui restent auront lieu le 21 mars lorsque je présenterai la partie 2 du plan d'entraînement et enfin le 20 juin lorsque je présenterai comment réussir au mieux votre Mammoth le jour J. Voilà. Alors, voici le programme pour ce soir. Tout d'abord, je vous présenterai les principes d'un plan d'entraînement efficace et adapté à la Mammoth. Ensuite, je vous montrerai le cadre d'un plan que vous pourrez adapter à vos besoins. Nous examinerons ensuite plus en détail la phase de préparation, c'est-à-dire la période qui s'étend d'aujourd'hui à la fin du mois de mars. Ensuite, et c'est une nouveauté pour cette année, je vais approfondir comment développer une stratégie nutritionnelle qui sera vraiment efficace. Enfin, nous aborderons l'entraînement hors vélo. Mais avant d'entrer dans le vif du sujet, je voudrais juste prendre une minute pour parler de nos stages d'entraînement. Tous ces stages sont conçus pour vous aider à obtenir les meilleurs résultats possibles lors de vos épreuves. Le premier a lieu fin janvier aux îles Canaries, où nous pouvons espérer sortir en tenue d'été et sous le soleil, alors que tout le reste de l'hémisphère nord est en train de geler. Donc, c'est vraiment super. Le second est un stage de 4 jours dans les Vosges au mois de mai, axé sur les qualifications pour les championnats du monde UCI pour les grands fondos. Le troisième est en Provence en juin et comprendra une reconnaissance complète de l'étape du Tour. Et enfin, si l'intérêt est suffisant, nous organiserons un stage en Suisse à la fin du mois de juillet, axé sur le Tour des stations et le Mammoth Valley. Pour plus de détails, voir notre site web ou m'envoyer un email info@alpincol.com. Voilà la fermeture de la page de pub. Commençons maintenant par un rappel du profil de la Mammoth Alpes. Nous sommes en 2024, nous sommes de retour sur le parcours traditionnel. Donc, le Mammoth est le plus connu, le plus ancien et le plus difficile des cyclos français à participation massive. Elle fait 175 km et 5000 mètres de dénivelé et comprend de 4 belles montées du Tour de France, totalisant environ 65 km de dénivelé positif. Il y a également 2 longues descentes et 2 longues vallées. Tout le monde rêve de s'attaquer à la Mammoth au moins une fois dans la vie de cycliste. La terminer est vraiment quelque chose dont on peut être fier. Il faut savoir que plusieurs centaines de coureurs abandonnent chaque année, voire même plus si le temps est mauvais. Alors, si vous n'êtes pas un peu appréhensif, vous devriez l'être. C'est quand même un défi physique et mental majeur et il faut le traiter avec respect. Alors, que faut-il pour réussir sur un tel parcours? En fait, nous ne pouvons créer un plan d'entraînement avant d'avoir compris ce qui fait qu'un coureur soit plus rapide qu'un autre, ou dans le jargon d'entraîneur, quelles sont les exigences de l'épreuve. J'ai parlé des exigences en détail les années précédentes, donc je vais aller plus vite ce soir. Vous trouverez mes précédentes conférences sur YouTube si vous souhaitez aller plus loin. Donc, il y a des exigences spécifiques dans les domaines suivants. Physiologique d'abord, où les plus importants sont l'endurance aérobie et la capacité à brûler des graisses. Dans le domaine psychologique, où les plus importants sont la capacité de rester concentré et motivé sur les montées longues et de rester positif face aux moments difficiles. Ensuite, technique, où les plus importants sont les qualités techniques de grimpeur et de descendeur, bien sûr. Et enfin, tactique, où la plus importante est de pouvoir rester à son allure optimum.
Le plan d'entraînement est alors conçu pour prendre en compte toutes ces exigences. Regardons maintenant donc les principes qui sous-tendent ce plan d'entraînement. Le premier et le plus important est que si vous voulez réussir le mammouth, vous devez en faire une priorité. Non seulement dans votre entraînement, mais aussi, du moins dans une certaine mesure, dans votre vie. Si cela doit être négocié avec partenaire ou votre famille, c'est le moment de le faire. Ensuite, vous devez être régulier. Il ne sert à rien, par exemple, de s'entraîner très dur pendant 2 semaines, puis de ne rien faire les 2 semaines suivantes, ou de s'entraîner que le week-end. Vous devez essayer de vous entraîner au moins 4, voire 5 jours par semaine. Point 3, la qualité la plus importante que vous devez développer est votre base aérobie. Rappelez-vous qu'il s'agissait du point numéro 1 des exigences en fait de l'événement. Malheureusement, il n'y a pas de raccourci pour cela. Vous devez passer beaucoup de temps sur votre vélo, le plus souvent à faible intensité. Cela créera les adaptations d'endurance dont vous avez besoin, mais sans ajouter de fatigue inutile. Nous rentrons dans un peu de détail là-dessus tout à l'heure. Donc, pourquoi s'entraîner à faible intensité? Logiquement, si vous voulez rouler plus vite, vous devez vous entraîner plus vite, non? Eh bien, ce n'est pas si simple. Le point essentiel est que vous obtenez toutes les adaptations aérobies dont vous avez besoin à faible intensité et que le fait de rouler aussi fort que possible à chaque sortie est une manière très inefficace de s'entraîner pour au moins 2 raisons. D'abord, vous êtes en train d'entraîner votre corps à brûler des glucides en priorité, ce qui est par nature limitant, comme nous le verrons bientôt. Et 2, nous limiter la possibilité de développer votre capacité aérobie à cause de la fatigue supplémentaire, parce que vous roulez trop vite en fait. Donc cela fonctionne lorsque vous commencez à faire du vélo. Nous faisons quasiment tous ça lorsqu'on commence à faire du vélo, mais vous allez rapidement atteindre un plateau et vous n'allez pas pouvoir aller au-delà. Si on regarde le graphique, la plupart des débutants et de nombreux cyclistes de club s'entraînent comme les barres bleues de ce graphique, c'est-à-dire en passant la plupart de leur temps à se donner du mal dans les zones 3 et 4, si on compte cette zone. Mais il a maintenant été démontré qu'il est plus efficace de faire la majorité de votre entraînement, c'est-à-dire entre 80 et 90% de votre entraînement, à un volume élevé, mais à faible intensité, avec seulement une petite quantité de votre entraînement à haute intensité. Ce qu'on appelle l'entraînement polarisé, et c'est ce que je recommande. C'est les barres rouges sur le graphique. Alors, pour bien suivre un entraînement polarisé, il faut être clair sur les zones. Un modèle à 3 zones est tout ce dont vous avez réellement besoin. Le point le plus important se situe entre la zone 1 et la zone 2 sur ce modèle à 3 zones. Donc, c'est entre les zones modérées et la zone modérée et la zone lourde. C'est ce qu'on appelle le LT1, le premier seuil de lactate. Et c'est le point à partir duquel la concentration de lactate dans votre sang commence à augmenter. Attention, sur un modèle de 5 à 7 zones, la zone modérée appelée Z1 ici est coupée en 2. Et LT1 se situe alors vers le haut de la zone 2 sur donc un modèle à 5 ou 7 zones. Donc, ça prête à confusion, donc j'insiste là-dessus. Vous devez effectuer la majorité de votre entraînement, en tout cas, à ce seuil ou en dessous. Comment alors le déterminer? La meilleure façon de déterminer donc le LT1, ce seuil, est d'effectuer un test en laboratoire où l'on mesure la concentration de lactate dans votre sang pendant que vous augmentez la charge par palier. Vous êtes sur un home trainer et puis ils prennent successivement le lactate à chaque palier. Ce test est cependant coûteux et pas toujours facile à trouver. Vous pouvez l'estimer vous-même en effectuant un test par palier sur votre home trainer chez vous, en commençant par une charge très facile, comme disons 80 watts, et en augmentant de 20 watts ou de 15 watts toutes les 5 minutes.
il faut que vous faites très attention à votre respiration et vous notez la puissance et la fréquence cardiaque au moment où elle commence à s'accentuer. Cela indique que vous venez de franchir le seuil et que vous utilisez plus d'oxygène. Donc voilà. Cela arrivera probablement à une intensité beaucoup plus faible que vous ne le pensez. Vous n'allez peut-être même pas le croire, hein, mais c'est malheureusement comme ça. Hein. Pour la plupart des gens, cela ne représente pas plus que 60 à 65% de leur fréquence cardiaque max ou de leur FTP, et ça peut être encore plus bas. Hein. Si vous n'êtes pas très très bien entraîné, ça peut être plus bas. Donc voilà comment déterminer ce fameux seuil LT1 et vous devez faire la majorité de votre entraînement en dessous de ce seuil, hein, même si ça semble être très long. Retour à notre liste de principes de base, enfin principes essentiels. Le quatrième principe consiste à développer votre capacité à brûler les graisses. Ce point aussi nécessite probablement quelques explications pour comprendre pourquoi il est important. Donc, on va faire une parenthèse pour expliquer ça. Pendant un effort d'endurance, notre corps dispose de deux sources d'énergie possibles, essentiellement les glucides et les graisses. Il existe des différences importantes entre les deux. Votre corps ne peut stocker qu'environ 2000 calories d'énergie sous forme de glycogène, qui a ses origines dans les glucides, alors qu'il peut stocker au moins 50 000 de calories sous forme de graisse. Cela signifie que, pour faire l'analogie avec une voiture, nous avons un moteur qui peut brûler deux types de carburant différents, mais nous n'avons qu'un petit réservoir d'un type de carburant alors qu'il y a un énorme réservoir de l'autre. Alors, cela n'aurait pas beaucoup d'importance si les deux types de carburant étaient totalement interchangeables, mais bien sûr, ils ne le sont pas. Les lipides, en fait, sont très utiles pour alimenter un travail à faible intensité et à l'allure régulière. Donc, c'est bon sur la durée, évidemment parce qu'il y a un énorme réservoir. Et ne convient pas, par contre, pour un travail de haute intensité et de puissance, car le taux d'oxydation, enfin, la rapidité d'oxydation, si vous voulez, des lipides est trop lent, tout simplement. On ne peut pas les brûler assez vite. Seuls les glucides peuvent le faire. Donc, vous pouvez considérer que les glucides fonctionnent un peu comme la post-combustion d'un avion de chasse. Ils fournissent un énorme supplément de puissance potentielle, mais ils brûlent le carburant très rapidement, de sorte que le temps que vous passez à une puissance élevée est forcément très limité. Vous ne pouvez tout simplement pas manger et digérer suffisamment de glucides à temps pour remplacer ce que vous brûlez. Donc voilà pourquoi il est important donc de savoir brûler les lipides. Il y a donc un énorme avantage à pouvoir brûler un pourcentage élevé des lipides à l'allure de la course, quand vous conservez le glycogène pour les efforts les plus intenses seulement. Et ça, il va y en avoir, évidemment, pour faire un break, pour rester dans un groupe qui roule vite, pour monter plus rapidement le dernier col, etc. Alors, à titre d'exemple, un bon chiffre pour un athlète en bonne condition métabolique est d'être capable de générer 170 watts à partir des lipides seuls, donc sans brûler 1 gramme de glycogène. Alors qu'une personne typique en moyenne mauvaise condition métabolique ne peut pas générer plus de 50 watts à partir des lipides seuls. Donc, pour rester au niveau de la première, même à la faible allure de 170 watts, qui est quand même pas très rapide, cette dernière doit puiser 120 watts déjà dans ses réserves de glycogène. Et une fois ces réserves épuisées, elle est obligée de ralentir. Donc, la situation est évidemment bien pire si la personne essaie de pousser plus fort et de monter à 200, 220 watts, voire plus. Comme vous pouvez le voir sur ce graphique-ci, tiré d'une étude de recherche, même chez les athlètes bien entraînés, les variations sont énormes, avec une oxydation des graisses allant de presque 100% au repos à seulement 20% au repos. Donc, je ne saurais trop insister sur l'importance de pouvoir tirer la majeure partie de son énergie des lipides à l'allure de la course, parce que cela vous permet de travailler plus dur
et plus longtemps sans être à court d'énergie. La bonne nouvelle, c'est qu'il est possible de travailler sur tes aspects et de le développer, de l'améliorer. On va voir comment tout à l'heure. De retour de nouveau à notre liste de principes, le cinquième est de développer votre puissance maximale aérobie. Plus vous allez rouler vite, plus c'est important. Surtout pour vous permettre de rester avec un groupe dans les vallées. Sur le mammouth, c'est surtout là où votre PMA est important. C'est beaucoup moins important si votre seul objectif est de terminer dans le délai. Le sixième principe consiste à augmenter progressivement la charge pendant votre plan d'entraînement, enfin de semaine en semaine. Si vous ne vous entraînez actuellement que 3 heures par semaine, par exemple, et que vous voulez passer à 10 heures par semaine, ce qui est nécessaire à mon sens pour bien préparer le marathon, vous devez prendre au moins un mois pour y arriver, car votre corps a besoin du temps nécessaire pour s'adapter. Numéro 7, ne jamais perdre de vue le fait que votre corps ne se renforce que lorsque vous vous reposez et récupérez. L'entraînement crée des dégâts et donne les stimuli nécessaires, mais on ne devient plus fort que pendant la récupération. Il est vraiment important de laisser à votre corps le temps dont il a besoin pour s'adapter et devenir plus fort. Numéro 8, surveillez votre capacité à supporter une charge élevée. C'est important car les recherches menées ces dernières années ont montré qu'un entraînement intensif n'a un effet positif que si votre corps est en état d'en profiter. Donc, voyons donc comment nous pouvons surveiller ça. Le problème est que la récupération et l'adaptation sont freinées par le stress. Ça peut être le stress de l'entraînement ou surtout le stress de la vie. Tout ce stress oblige votre corps à sécréter diverses hormones qui sont nécessaires pour gérer le stress, mais qui freinent également votre récupération à l'entraînement. Alors, heureusement, il existe un moyen très simple de mesurer votre niveau actuel de stress total. Vous n'avez pas besoin de tester les hormones, mais simplement leur effet sur votre rythme cardiaque et surtout sur sa variabilité. Si vous installez l'application HRV4 Training sur votre téléphone, puis mesurez votre HRV, donc c'est la variabilité de votre fréquence cardiaque en anglais, chaque matin, juste après le réveil. Cela prend 1 minute précisément. Au bout d'une semaine, l'application vous indiquera vos valeurs normales. C'est représenté sur cette image par la zone en gris, en fait, avec la partie supérieure et la partie inférieure démarquées par une ligne cassée. Donc, dans cet exemple, vous pouvez voir mes relevés quotidiens, la moyenne mobile sur 7 jours, ça c'est la ligne blanche, et la plage normale. Donc, dans ce cas, tout allait bien jusqu'au 20 mai, là où c'est en jaune, et à cette date, les valeurs étaient bien en dessous de la fourchette normale. J'ai pris donc un jour de repos, et le lendemain, il s'est rétabli. Donc, tant que la fréquence cardiaque, la variabilité de la fréquence cardiaque est normale, tout va bien. Entraînez-vous selon votre plan. Si par contre, elle est en dehors de la plage normale, qu'elle soit trop élevée ou trop basse, vous devez éviter des entraînements intenses. Donc, il ne s'agit pas forcément de prendre une journée de repos, vous pouvez vous entraîner, mais il faut éviter les entraînements intenses. Alors, je suis allé très vite sur un sujet qui peut être un peu compliqué, donc pour en savoir plus, regardez notre vidéo sur notre chaîne YouTube, ou si vous préférez lire, vous pouvez trouver un article là-dessus sur le blog du site Internet d'Alpine Coach, ou sinon vous faites simplement une recherche globale sur Internet. Alors, enfin, dernier point, mais pas le moindre, vous devez inclure des exercices dans votre entraînement pour développer vos compétences techniques, telles que la descente, les virages, et votre capacité à tenir les roues dans les vallées. Voilà, maintenant que nous avons parlé des principes d'un bon plan d'entraînement pour la mammouth, on va regarder
le plan lui-même. Le plan comprend 3 phases ou périodes. D'abord, la phase de préparation, où vous préparez votre corps à une charge d'entraînement accrue et vous développez vos capacités aérobie et de brûler les graisses, comme on a vu tout à l'heure. Ensuite, la phase de pré-compétition, où vous ajoutez de l'intensité à l'entraînement pour vous préparer à la course. Vous ajoutez en fait du volume et de l'intensité. Et ensuite, la période de compétition elle-même, ou la phase, autrement dit, la phase d'affûtage, où vous réduisez la fatigue sans perdre votre forme physique. Donc, il faut continuer à s'entraîner, mais à volume réduit. Alors, on vient à votre plan personnel. Le problème est que chacun de ces cyclistes-là et chacun qui m'écoute est unique. Donc, une personne susceptible de terminer dans les top 500 ou en moins de 7h15 à la Mammoth a besoin d'un plan très différent de celui d'une personne qui mettrait 10 à 12 heures pour terminer. C'est vraiment pas la même chose. Plus on se rapproche des premiers, plus cela ressemble à une véritable course. Plus on se rapproche des derniers, plus ça devient une pure épreuve d'endurance et on n'est pas vraiment en train de faire une course, on est en train de faire la distance. L'entraînement n'est pas le même, ni en temps de charge, ni en termes d'activité. Donc, on ne peut pas proposer un plan qui conviendrait à tout le monde. Ce que l'on peut faire, par contre, est de vous donner les principes, ce qui est fait, un cadre, ce que je vais faire tout de suite, et des recommandations que vous devrez adapter selon vos besoins. Notre objectif est en effet de vous donner les moyens de concevoir votre propre plan. Inévitablement, par contre, une partie de ce que je dirais ne serait pas forcément appropriée pour vous, car je ne connais pas votre situation exacte. Ici, vous voyez notre cadre du plan d'entraînement. Il s'agit bien d'un cadre et non pas d'un plan détaillé au jour le jour pour les raisons que je viens d'expliquer. L'idée est que si vous comprenez bien le raisonnement, vous pouvez vous en inspirer pour développer votre propre plan. Alors, le plan est disponible sur le site internet de la Mammoth, ainsi qu'un recap de ces principes dans un autre document. Je ne vais pas commenter le plan point par point, mais juste expliquer la structure. Donc, cette page vous indique sur quoi vous devez vous concentrer pendant chaque période et pourquoi. Donc, c'est les 2 colonnes à droite, les objectifs et le raisonnement. Chaque phase ou période est décomposée en mésocycles de 4 semaines, comprenant 3 semaines de charge et 1 semaine de récupération, avec une charge d'entraînement cible pour chaque semaine. Juste un mot pour les plus anciens, si vous avez plus de 50 ans, il y a un argument en faveur de faire des mésocycles de 3 semaines, comprenant 2 semaines de charge et 1 semaine ou peut-être 4-5 jours de récupération, parce qu'à partir de 50 ans, on récupère beaucoup moins facilement et moins vite. Voici la deuxième page du plan avec les semaines types et des propositions de séances. Donc là, plus vous souhaitez faire la course, plus vous êtes costaud, plus vous devez faire des séances en fractionné et travailler des intensités élevées, mais jamais plus que 2 fois par semaine. Si vous êtes moins expérimenté et votre objectif c'est finisher, faites surtout du volume en kilomètres et dénivelé. Amusez-vous éventuellement à attaquer les bosses courtes et de faire des sprints pancartes de manière occasionnelle, mais ne cherchez pas à faire beaucoup de séances structurées, ça serait à dépense de la priorité qui est la capacité aérobie. Alors, comment prendre le cadre et le personnaliser pour vous? Il vaut mieux être pragmatique et commencer par vos contraintes, notamment votre disponibilité en temps. Soyez réaliste. En le confirmant avec partenaires, avec famille, vous éviterez peut-être bien des malentendus et des conflits. Quel jour de la semaine pouvez-vous vous entraîner et pour combien de temps? Quelles sont les obligations familiales ou professionnelles qui vous empêcheront de vous entraîner certains jours ou certaines semaines? Donc, une fois que vous aurez bien réfléchi, vous pourrez et discuter avec votre partenaire, vous pourrez bloquer semaine après semaine le temps d'entraînement dont vous disposez réellement. Vous vous retrouverez probablement avec quelque chose qui est assez loin de l'idéal, mais tant pis, c'est toujours comme ça. Il faut faire autant d'ajustements que possible pour tenter de respecter le cycle d'augmentation de la charge d'entraînement suivi de récupération
par cycle de 3 ou 4 semaines, mais ce n'est jamais parfait. C'est que les professionnels qui peuvent faire ça de manière vraiment parfaite. Alors, voyons maintenant ce que doit contenir la première partie de votre plan. La première partie, donc, c'est la phase de préparation qui va de maintenant à la fin du mois de mars. Les objectifs clés ou les priorités durant cette période sont, premièrement, d'habituer votre corps à la charge et développer votre capacité à s'entraîner pendant 10 à 12 heures ou plus par semaine et à rouler sur de longues distances sans fatigue excessive. Deuxièmement, et cela fait partie du premier objectif, développer votre capacité à brûler les graisses. Donc, ces deux premiers objectifs représentent les 80 à 90% de votre entraînement. Les 10 à 20% restants consistent à développer la force et la capacité musculaire et le PMA. Cette partie-là est plus prioritaire pour les coureurs rapides que pour les coureurs lents, mais le développement de la force est important pour tout le monde. Enfin, vous inclurez quelques exercices pour travailler les compétences techniques que les descentes et les virages à grande vitesse. Donc, voilà pour les objectifs et les priorités. Voyons maintenant comment les atteindre. Alors, voici nos conseils pour une semaine type de charge élevée pendant la phase de préparation. Il n'y a pas de raccourci pour développer l'endurance aérobie, malheureusement. Il faut rouler autant que possible. Donc, progressez vers des sorties de 5 puis 6 heures à faible intensité. Ne succombez pas à la tentation de rouler plus vite. Restez à faible intensité. Rappelez-vous que ces sorties sont censées être lentes et que 80% de votre entraînement devrait être comme ça, ce qui explique pourquoi la deuxième sortie doit aussi être une longue sortie à faible intensité. Si la météo vous oblige à faire ces entraînements à la maison sur un trainer, alors vous pouvez réduire le temps d'entraînement par 20 à 30% pour tenir compte du peu de temps passé en roue libre. On fait une heure de home trainer vaut plus qu'une heure dehors. Ça vaut au moins 1h15, 1h20 dehors en fonction du parcours. À moins que vous êtes que sur vraiment du plat. Alors, la troisième séance comporte des intervalles fractionnés et donc de l'intensité. Donc, voyons à quoi cela pourrait ressembler au niveau des intervalles. Nous pourrions en effet discuter à l'infini des meilleures séances d'intervalles. Outre le fait évident qu'elles doivent être alignées sur l'effort auquel vous pouvez vous attendre pendant la course, la recherche n'a pas encore identifié de solution miracle. Ce que je vous montre ici sont donc 2 fois 10 minutes avec 5 minutes de repos, 4 fois 8 minutes avec 3 minutes de repos et 8 fois 4 minutes avec 2 minutes de repos. Alors, ils sont certainement efficaces, mais si vous me dites que vous préférez quelque chose de légèrement différent, je ne vais pas discuter. Vous devez. Choisissez l'intensité de manière à pouvoir terminer la séance. Donc, c'est un petit peu, en tout cas, les premières fois, c'est un peu au feeling. Si vous n'avez pas fait d'intervalle depuis un certain temps, je vous suggère de commencer à l'intensité moyenne, c'est-à-dire en dessous de votre FTP. Après quelques semaines, vous pouvez travailler à des intensités plus élevées. Il vaut mieux faire une approche progressive. L'autre question concerne la cadence. Je suggère de varier la cadence entre les séances, mais probablement pas au cours d'une séance à cette époque de l'année. En supposant que vous en fassiez 2 par semaine, vous pourrez faire une des séances à cadence élevée et l'autre à cadence basse. Sinon, vous faites d'une semaine à l'autre, vous pouvez varier les cadences. Qu'est-ce que cela signifie, cadence élevée ou cadence basse? Alors, ça dépend de vous, mais une cadence élevée serait normalement supérieure à 80 tours par minute et une cadence basse serait inférieure à 60 tours par minute. Sachez qu'à une puissance donnée, une cadence élevée donnera une fréquence cardiaque plus élevée et le ressenti sera plus dur. Alors, juste quelques points à retenir pour faire les intervalles. D'abord, bien s'échauffer avant la première, au moins 15 minutes et de préférence 20 à 30 minutes.
Deuxièmement, rappelez-vous qu'il s'agit autant de développer votre tolérance à la douleur et qui sont donc censés faire mal, hein, une fois que vous vous êtes adapté. Cependant, ce n'est pas une bonne idée, du moins pendant cette phase, de vider complètement le réservoir. Il vaut mieux s'arrêter avec un intervalle en réserve. Donc oui, ça fait mal, mais on ne s'épuise pas totalement jusqu'au point où on tombe du vélo à la fin. Okay? En tout cas, à ce moment. Voilà. Dans la plupart des cas, votre quatrième séance devrait être une troisième sortie à faible intensité. Certains pourraient tenter de faire une deuxième séance d'intervalle. Cela peut être une bonne idée si vous êtes très fort, mais si vous le faites, il est vraiment important que vos sorties longues soient à faible intensité. Alors, je sais que je me répète, mais sinon, votre charge d'entraînement sera trop élevée et vous finirez tôt ou tard en surentraînement. Rappelez-vous que l'entraînement intensif crée le stimulus nécessaire pour devenir plus fort, mais que votre corps ne se reconstruit et ne redevient réellement plus fort que lorsque vous lui donnez la possibilité de récupérer. Donc, ne faites donc une sortie de plus, même de récupération, que si vous vous sentez vraiment bien et que tous les indicateurs soient au vert. Hein. Mais même dans ce cas, limitez-la, je dirais, à 1 heure maximum à une intensité très faible. Allez, voyons maintenant comment utiliser votre nutrition de manière stratégique pour atteindre 3 objectifs. Le premier, évidemment, c'est pour alimenter votre charge d'entraînement afin que vous mangez exactement ce dont vous avez besoin, hein, mais pas plus. 2, pour atteindre le poids souhaité, ce qui peut signifier ou non de perdre quelques kilos, ou plus rarement de prendre du muscle, si vous en manquez. Et 3, pour optimiser votre capacité à brûler les graisses. N'oubliez pas que ce dernier objectif est essentiel pour les efforts longs à allure tempo, voire même proche du seuil. Ces efforts que vous devez produire pour bien figurer à la mammoth. Pour atteindre ces 3 objectifs ensemble, combinés, vous devez ajuster la quantité totale de calories consommées pour qu'elle soit équivalente ou légèrement inférieure au nombre de calories que vous brûlez, tout en ajustant la quantité relative de glucides et de lipides pour qu'elle corresponde à votre charge d'entraînement. L'idée d'entraîner votre corps à utiliser les lipides pour sa charge de base et pour l'entraînement à faible intensité est de n'utiliser les glucides que lorsque vous en avez besoin à haute intensité. Alors, voyons comment procéder en pratique. Le premier point est que vous devez varier la quantité de nourriture que vous mangez chaque jour en fonction de votre dépense énergétique quotidienne, qui dépend bien sûr de l'intensité de votre entraînement ce jour-là. En d'autres termes, lors d'une journée de repos ou de récupération, vous devriez manger beaucoup moins que lors d'une journée d'entraînement intensif. Alors, le jour de la photo, nous avons effectué une sortie de 120 km autour de Mont Ventoux. C'était donc une journée assez difficile et nous avons consommé beaucoup de glucides ce jour-là. C'était normal. Donc, comment faire? Alors, vous devez donc calculer vos besoins quotidiens. Ensuite, il faut varier votre alimentation en fonction de votre charge d'entraînement, ce qui vous aidera à atteindre et à maintenir votre poids cible. Mais cela ne suffira pas à avoir un impact sur votre capacité à brûler les graisses. Pour cela, vous devez encourager votre corps à brûler les graisses, de préférence aux glucides. Cela veut dire qu'il faut manger peu de glucides, sauf les jours où l'on en a vraiment besoin. Idéalement, vous ne devriez consommer pratiquement aucune les jours où vous ne vous entraînez pas du tout et très peu les jours de récupération. Vous n'avez réellement besoin de glucides que pendant les journées de charge d'entraînement élevée, lorsque vous effectuez une sortie d'intervalle à haute intensité, par exemple, ou lors d'une sortie longue de 5 heures ou plus. Là aussi, vous avez besoin de glucides, même si c'est à charge, même si l'intensité est faible. Alors, pour faire simple, donc nous conseillons de calculer votre dépense énergétique sur 3 jours types, un jour faible, un jour moyen et un jour élevé, et ensuite de créer 3 menus standards que vous pourrez utiliser comme base de référence. Alors, voyons comment faire ça.
Voici un exemple de 3 plans nutritionnels pour un cycliste assez typique, montrant les besoins en calories et la répartition des macronutriments pour 3 charges d'entraînement différentes. Donc, il y a plusieurs choses à noter sur ce tableau. Les besoins caloriques totaux varient considérablement de 2600 pour une journée de récupération à 5100 pour une journée de 5 heures de sortie. Bien évidemment, une journée équivalente de la marmotte va être encore plus, ça va être peut-être 6000, 7000 calories. Ensuite, la répartition des macronutriments varie également considérablement, allant de 17% de glucides, 65% de lipides et 19% de protéines, jusqu'à 43% de glucides, 45% de lipides et 13% de protéines pour la journée plus intense. Notez bien que la consommation de lipides et de protéines augmente en termes absolus, mais que la variation la plus importante en termes de pourcentage concerne les glucides. Donc, grosso modo, on mange plus, mais on mange surtout beaucoup plus de glucides. Ensuite, l'apport en protéines reste assez élevé, même lors d'une journée de récupération. 125 grammes pour un homme de 70 kg représente à peu près 1,8 grammes par kilogramme. C'est relativement élevé. Vous devrez, bien sûr, adapter ces données pour vous-même. Je n'ai pas le temps ce soir d'entrer dans les détails de comment faire ça, si ce n'est pour vous dire que vous devez commencer par calculer votre taux métabolique de base, qui est l'énergie que vous dépensez simplement pour rester en vie, puis ajouter la dépense supplémentaire créée par votre activité physique et votre entraînement tout au long de la journée. Si vous lisez bien l'anglais, je conseille fortement la lecture du chapitre 15 du livre d'Alain Cousin, The Science of Maximal Athletic Development, qui est sur Substack. Il explique tout cela en détail et il donne une calculatrice qui permet de trouver vos propres données. Nous voyons maintenant comment transformer ces plans macro en menus concrets. Alors, la meilleure façon de créer des menus réels est d'utiliser l'une des nombreuses applications en ligne. Celle que j'utilise ici s'appelle myfitnesspal.com. Il dispose d'une vaste bibliothèque d'aliments différents, si bien qu'il est facile de saisir votre menu type, comme je l'ai fait ici pour mon petit déjeuner. Vous faites de même pour les 3 repas principaux, ainsi que pour les encas que vous prenez tout au long de la journée ou sur le vélo. L'appli fournit ensuite le total des calories pour la journée, ainsi que la répartition entre glucides, lipides et protéines par repas. Il est facile de supprimer ou d'ajouter de nouveaux éléments au menu ou de modifier les quantités jusqu'à ce que vous atteigniez vos valeurs cibles pour la journée. Voilà. Alors, la dernière question qui se pose concerne les aliments. Quels sont les meilleurs? Donc, en ce qui concerne les glucides, il faut privilégier au maximum les glucides complexes et naturels, c'est-à-dire les fruits, les légumes, les lentilles, les légumineuses, etc. Il faut éviter le sucre raffiné, les gâteaux sucrés en tout genre et les plats industriels en général. Voilà. La seule exception à cette règle est lors d'une grosse journée de vélo où la quantité de glucides que vous devez consommer vous oblige plus ou moins à utiliser la nutrition sportive et surtout des gels ou des boissons énergétiques. Vous ne devrez pas avoir besoin d'utiliser la nutrition sportive lors d'une séance intervalle d'1 heure, ni même lors d'une sortie de moins de 2 ou 3 heures. Vous pouvez très bien prendre des fruits secs ou des choses comme ça. En ce qui concerne les lipides ou les graisses, on recherche là encore des formes naturelles de qualité supérieure, plus végétales qu'animales. Les bonnes sources sont les suivantes: les avocats, les fromages à pâte d'eau, les poissons gras, le saumon, les sardines, le maquereau, etc., les noix et les graines, les olives et l'huile d'olive, les noix de coco, l'huile de coco, le yaourt, les œufs, et enfin, du chocolat noir, évidemment, avec modération. En ce qui concerne la protéine, là encore, votre choix devrait se porter sur la qualité: viande maigre, volaille, œufs, poisson, fromage, yaourt grec. Et bien sûr, les protéines d'origine végétale, telles que les lentilles, les haricots, les céréales, les noix, tofu, pois chiches, avoine, riz sauvage, etc., etc. Voilà.
Nous sommes presque à la fin, mais il faut d'abord aborder un sujet qui fâche. Tristement, c'est vrai, la meilleure manière de renforcer ses muscles est hors du vélo. La préparation physique générale concerne surtout les jambes et le gainage. 1 ou 2 séances par semaine en salle, je conseille, idéalement guidées par un entraîneur spécialisé ayant de l'expérience en cyclisme. Le but en début d'année est d'augmenter votre force musculaire. Si vous êtes novice, faites preuve de prudence pour limiter les risques de blessure. C'est du vécu, ça. Les exercices les plus basiques sont les squats, les fentes, les planches et les ponts, mais il en existe beaucoup d'autres qui sont bénéfiques. Faites-vous conseiller. L'essentiel est d'apprendre la bonne technique, encore une fois, pour éviter les blessures bêtes et inutiles. Alors, ensuite, souplesse et étirement. 2 à 3 séances de 15 à 20 minutes par semaine. Pilates ou le yoga sont très bénéfiques. L'apprentissage d'une technique correcte, encore une fois, est essentiel. Choisissez donc un praticien qui connaît le cyclisme et ne prend que des petits groupes ou mieux encore des individus. Complétez occasionnellement avec d'autres sports, marche, footing, natation, etc., etc. Si le vélo est votre seul sport, vous allez accumuler des déséquilibres et des problèmes musculaires au fil du temps. C'est pour ça que c'est important quand même de faire autre chose. Voilà, donc je vous ai donné les principes et les lignes directrices qui devraient vous permettre de bien vous préparer d'ici la fin mars. Rendez-vous le 23 mars pour faire le point et parler de comment s'entraîner pendant la période qui restera. Maintenant, c'est à vous de jouer. Prenez ces principes, créez votre propre plan d'entraînement personnalisé et puis mettez-le en œuvre. Si vous souhaitez un soutien professionnel pour être vraiment au top le jour J, nous sommes à votre disposition et nous pouvons vous aider de 2 manières complémentaires. D'abord, un stage d'entraînement, un gros bloc d'entraînement ainsi qu'un coaching individuel sur vos compétences techniques. Et bien sûr, on apporte de nombreux conseils et astuces pour votre préparation et pour l'événement lui-même. Donc, voilà nos stages. Ensuite, il y a possibilité d'un contrat de coaching individuel pour bénéficier d'un suivi et de conseils personnalisés au quotidien. Et voilà, il ne me reste plus qu'à vous remercier pour votre attention et d'ouvrir le micro pour vos questions éventuelles.